Est-ce que on s'achemine éventuellement vers une rencontre entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta? Pensez-vous que cela est possible? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Non. Qu'on s'entende très bien. Les Maliens sont toujours les bienvenus en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Confrontation consacré aux signaux de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La réconciliation est-elle en marche ou assiste-t-on à un simple répit diplomatique? Bonjour Joël Nguessan, vous êtes ex-ministre des Droits de l'Homme de la Côte d'Ivoire, ex-porte-parole principal du RDR, le Rassemblement républicain, membre du conseil politique du RHDP, l'Alliance présidentielle. Alors merci à vous d'avoir accepté de participer à ce podcast avec l'humilité qui caractérise d'ailleurs votre carrière, immense carrière en tant que personnalité politique et cadre du RDR. Merci en tout cas d'accepter d'échanger avec Drissa Meminta, journaliste malien, militant pro-AES et pro-Mali. Bonjour également à toi, Drissa, et merci d'être là, de te prêter aussi librement au jeu de la confrontation. Je ne pense pas qu'on parle de confrontation entre Maliens et puis Ivoiriens. C'est un échange entre nous et de propositions d'idées. Voilà. En tout cas, merci de te prêter aussi au jeu de la contradiction. C'est peut-être le terme qui convient le mieux. Bien sûr. Alors, les choses semblent s'accélérer dans le sens d'un rapprochement. 2 points importants que je précise. Il y a un consensus sur le tracé frontalier qui a été obtenu lors de discussions entre les communautés ivoiro-maliennes et des officiels ivoiriens. Et puis, la Côte d'Ivoire aussi, on l'a appris récemment, prévoit d'organiser un forum économique et social à Bamako en octobre 2027. Alors, entre consensus frontalier et diplomatie économique, assiste-t-on à un tournant décisif dans les relations ivoiro-maliennes, voire à une normalisation aussi de ces relations? Monsieur Nguessan. Et moi, je pense que les quelques incompréhensions politiques d'un moment ou bien les incompréhensions diplomatiques ne peuvent pas mettre fin à cette relation, je dirais, de millénaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez que ce n'est qu'un épisode peut-être d'incompréhension, mais sinon, il n'y a pas de problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord, Drissa? Pas du tout de problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire par rapport à ma question initiale. Est-ce qu'on se dirigerait véritablement vers une normalisation des relations, vous croyez? Je pense qu'il y a problème parce que lorsque la confiance n'est plus, le manque de confiance est un problème à résoudre. Et surtout, il faut reconnaître le problème pour pouvoir le résoudre, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce problème qui est là, qui est ce manque de confiance là, qui est également le résultat de beaucoup de faits qui sont également factuels, qui sont là. Donc, je pense que s'il y a des initiatives pour diluer ce manque de confiance là entre les deux peuples, et surtout entre les deux pays, je pense que c'est bien parce que, comme le disait Glissa, quel qu'en soit le problème, à un moment donné, il faut que le problème soit réglé pour le plus grand bonheur des deux peuples. Alors, il y a 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, donc c'est une diaspora malienne en Côte d'Ivoire immense, essentielle à l'économie des deux pays, active sur le corridor Abidjan-Bamako, les transports, le commerce. Face à une telle interdépendance, faut-il enfin reconnaître que l'isolement, il est impossible, cet isolement, et que les deux pays sont condamnés à s'entendre? Monsieur Nguessan. Ouais, vous savez, c'est bien d'avoir précisé qu'il y a 3 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont leur famille, qui ont leur économie en Côte d'Ivoire et qui permettent à leur famille, même au Mali, de pouvoir bénéficier de leur activité commerciale et d'échange. Bon, vous saurez aussi que je me suis renseigné, il y a à peu près 11 000 Ivoiriens qui vivent au Mali. Je voudrais vous dire une chose. Concernant le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est vrai, mon interlocuteur disait tout à l'heure que oui, il y a un problème, mais je dis non. Il y a des problèmes d'ordre politique, des problèmes d'ordre diplomatique, peut-être, mais entre les deux peuples, le peuple malien et le peuple ivoirien, les 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun souci, ils n'ont aucun problème avec la Côte d'Ivoire. C'est peut-être les politiques qui traversent des périodes d'incompréhension, mais sinon, il n'y a aucun problème. C'est pour cela que l'initiative de rencontres futures
est à saluer pour résoudre les problèmes au niveau politique et diplomatique, mais pas au niveau des deux peuples. Donc, ça, je voudrais être clair là-dessus. Il n'y a aucun problème entre les Maliens et les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Drissa Memitas, est-ce que vous constatez une fracture entre les communautés ivoiro-maliennes, communauté ivoirienne qui vit au Mali et communauté malienne en Côte d'Ivoire et les dirigeants politiques, justement? Je pense que le problème avec les politiques a des répercussions sur comment dire là, sur les conditions de vie des citoyens, sur les conditions de vie des peuples. Parce que quand il s'agit de fermer les frontières, ce ne sont pas les peuples qui décident, mais ce sont les politiques qui décident. Donc, s'il y a problème entre les politiques et que ces problèmes arrivent au niveau des fermetures des frontières ou des problèmes comme ça, forcément, ça a des répercussions sur des citoyens. Donc, raison pour laquelle on dit qu'il y a problème. Parce que je pense que quand c'est entre peuples, c'est facile à résoudre. Parce qu'il y a des familles qui sont au Mali, vous allez voir d'autres sont en Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Donc, quand il y a des problèmes de ce genre-là, c'est facile à résoudre. Mais quand il y a problème entre institutions, bien quand il y a problème entre les politiques, c'est ce qui est encore plus grave parce que ça a des répercussions sur sur les citoyens. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir bien gérer pour que ça n'arrive pas jusqu'au au niveau des peuples, parce qu'on a vu à un moment donné quand il y a des décisions à prendre ici, ou bien quand il y a certaines choses qui se font, on voit souvent des gens sortir. Bon, il y a 6 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Si ils font pas cela, on va faire cela. S'ils vont pas, on va faire cela. Ça peut aller, comment dire là, jusqu'au comment dire, à créer des problèmes entre les communautés. Je pense que ça c'est pas bon et que à chaque fois que ces problèmes-là surviennent, il va falloir les résoudre. Ensuite, il y a aussi certaines personnes qui se sont mis dedans. Par exemple, à un moment donné, j'ai vu que il y a certains militants du RHDP qui faisaient des vidéos pour dire que nous soutenons les terroristes qui attaquent le Mali. Donc, vous voyez, si des choses arrivent comme ça, il va falloir que au niveau décisionnel ou bien au niveau politique, que les gens arrivent quand même à dire à des gens, non, attention, le problème c'est entre les politiques, bien, le problème c'est au niveau de la diplomatie, autre là, ne vous mêlez pas, ou lorsque quelqu'un vient faire ce genre de trucs là, à un moment donné, il faut les arrêter pour que de l'autre côté là aussi, on rentre pas dans ce jeu-là. Encore une fois de plus, comme vous venez de dire, le nombre de Maliens en Côte d'Ivoire, le nombre d'Ivoiriens au Mali, je pense que souvent même, évoquer même, dire même qu'il y a tant de Maliens en Côte d'Ivoire, tant d'Ivoiriens au Mali, c'est comme si nous-mêmes, nous sommes en train de déplacer le problème de ce côté-là. C'est comme si nous-mêmes, en disant ça, nous sommes en train, de façon inconsciente, nous sommes en train de créer des problèmes entre des peuples. Je ne pense pas. Pourquoi, quand il y a problème entre deux politiques, ou bien quand il y a problème entre deux niveaux décisionnels, on va rappeler, attention, hein, il y a tel nombre de citoyens de tel pays ici. Pourquoi? Ça sert à quoi de dire ça, ou bien ça sert à quoi de mettre ça, comment dire là, en relève? Ça, c'est comme si on est en train, à un moment ou l'autre, nous sommes en train d'instrumentaliser les citoyens d'un pays ou bien de l'autre pour servir à des fins, comment dire là, politiques. Monsieur Nguessan. Ben, moi, Samantha, je voudrais me poser une question. Est-ce qu'il y a eu fermeture des frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire une fois? Avec les embargos. Je n'ai pas souvenance. Non, je n'ai pas souvenance du fait qu'il y a eu fermeture des frontières. À partir de janvier 2022, avec les embargos de la CEDEAO. Oui, d'accord. Mais est-ce que la Alors, Côte il y a eu d'Ivoire des sanctions, mais il n'y a pas eu de fermeture officielle. Il y a pas eu des tensions frontalières, effectivement, qui sont liées à l'insécurité. Les Ivoiriens, je préfère vous dire, les Maliens et les Ivoiriens, ils vivent des deux côtés de la frontière. Ils ont continué leur activité jusqu'à aujourd'hui. Malgré les incompréhensions politiques et les incompréhensions diplomatiques, malgré les décisions de la CEDEAO, les gens continuent de circuler de part et d'autre. Donc, il n'y a pas eu de frontières fermées. Il faut que ce soit clair pour ne pas qu'on induise les populations des deux peuples en erreur. Il n'y a jamais eu de fermeture des frontières.
Les gens ont continué. Lors de la récente Tabaski, bon, beaucoup de gens disaient oui, le Mali va pas donner ceci. Non! Les moutons sont venus du Mali, du Niger, du Burkina. Vraiment, donc, c'est vraiment au plan politique que certains idéologues pensent qu'il y a eu problème entre les deux peuples. Je dis bien, il y a eu difficulté entre les dirigeants parce que les tests de la CEDEAO sont assez clairs et précis, hein, et ils n'ont fait que l'appliquer. Mais sinon, entre les deux peuples, il n'y a jamais eu de fermeture des frontières. Et à l'heure où... Que pensez-vous de l'argumentaire de Drissa Meminta lorsqu'il dit effectivement qu'on instrumentalise aussi la présence des diverses communautés côté ivoirien et côté malien? Pas. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Personne ne peut instrumentaliser le nombre d'Ivoiriens au Mali, ni le nombre d'Ivoiriens, de Maliens en Côte d'Ivoire. Personne. C'est un fait historique. Nous vivons ensemble depuis des dizaines, des centaines d'années. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, celui qui va vouloir instrumentaliser cela, il perd son temps. Il perd son temps vraiment sur toute la ligne. Il n'y a aucun homme politique qui va vouloir utiliser le fait qu'il y a 3 millions d'Ivoiriens en 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. 11 000 politiques ne peuvent utiliser cet argumentaire. Quand ils vous ont envie de rendre visite ou bien de transiter par l'aéroport d'Abidjan pour aller à la Mecque, ils ne demandent aucun avis de nous autres. Ils ne nous demandent pas. Et ils continuent leur vie. Alors franchement, il faudrait qu'on arrête de penser que les afflux de personnes de part et d'autre de la frontière, on peut s'en servir comme argument politique. Non, on n'a pas à s'en servir parce que eux, franchement, tout ce que nous disons, ça ne les intéresse surtout pas. Le Malien qui a sa concernant justement ce rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il y a un élan quand même qui est porté par les communautés de part et d'autre. Récemment, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire est monté au créneau pour soutenir la transition malienne, condamner des manœuvres politiques qui risquent de fragiliser la cohésion entre les communautés et surtout appeler un rapprochement entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta pour préserver l'héritage des pères fondateurs ivoiriens et maliens, Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keïta. Est-ce qu'une rencontre entre le président ivoirien Addo et le chef de la transition du Mali, Assimi Goïta, est envisageable? Parce que c'est vrai que cet appel du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, c'est un peu un sous-entendu à une rencontre au plus haut niveau de Drissa Meminta. Je pense que ça va être compliqué si on continue de nier vraiment les faits et si on continue de nier qu'il y a un problème. Je vais revenir à la fermeture des frontières. Je pense que c'est un fait qui est reconnu de tous. En janvier 2022, la CEDEAO a voté. Et la CEDEAO a pris des sanctions et parmi ces sanctions-là, il y avait l'embargo. Et cet embargo-là a été imposé au Mali. Tout le monde est aimé, on peut aller consulter tout. Maintenant, s'il y a des citoyens de part et d'autre qui ont violé cette fermeture des frontières, ça c'est autre chose. Mais officiellement, les frontières ont été fermées. Deuxièmement, en ce qui concerne même les citoyens, aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui ont peur d'aller en Côte d'Ivoire, de peur d'être arrêtés, tout simplement parce qu'ils sont proches, ou bien tout simplement parce qu'ils défendent la vision de la transition, ou bien parce qu'ils défendent, les actes posés par la transition. On se rappelle, hein, et il n'y a même pas 15 jours, le dernier a été libéré, qui est Aziz Maïga Nimampa, c'est un collègue, c'est un ami. Il a été arrêté tout simplement avec des prétextes qui franchement qui ne tiennent pas. Donc il y a vraiment ce problème-là. Deuxième là, il y a le problème que vous venez de souligner, que vous appelez opposants. Il y a certaines personnes que je n'appelle même pas opposants. Il y a certaines personnes qui ont déclaré officiellement leur alliance avec des terroristes. Et également, ils vont là-bas, ils circulent là-bas librement et ils sortent. Comme je vous le disais, j'ai vu deux jeunes du RHDP qui ont fait une vidéo et la vidéo a beaucoup circulé dans laquelle ils disent que eux, ils soutiennent les terroristes, c'est-à-dire ils soutiennent les terroristes qui attaquent le Mali. Donc il y a ces problèmes-là qu'il faut pas nier. Donc, Meminta, est-ce que on s'achemine éventuellement vers une rencontre entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta? Pensez-vous que cela est possible? C'est mon souhait.
S'il peut y avoir une rencontre entre Assimi Goïta et le président Ouattara, c'est mon souhait. Mais, malgré que c'est mon souhait, je suis pragmatique, hein, je suis réaliste. Il faut rétablir cette confiance-là qui a été perdue. Et cette confiance-là n'est pas perdue hasardement. Il y a des gens, par exemple, nous avons vu que en Côte d'Ivoire, il y a des télés, il y a des plateaux où le narratif occidental est répété en longueur de journée contre nous. Hein? Je peux même citer des plateaux. Et sur ces plateaux, à des aires d'audience forte, il y a des gens qui viennent pour s'asseoir sur ces plateaux-là. Ils vont insulter le président Assimi, ils vont insulter le président Ibé, ils vont insulter d'autres présidents. Donc, moi, je pense que des faits comme ça contribue à aggraver, à envenimer la situation. Donc, si nous voulons... Alors, d'un autre côté, Drissa Maminta, au sein de l'AES aussi, hein, il y a quand même des propos anti-occidentaux, très virulents aussi. Hein. Oui, pas sur les chaînes publiques, ni sur les chaînes à grande audience. Des particuliers, peuvent utiliser des réseaux sociaux, hein, à leur propre compte, pour dire certaines choses. Pas sur la télé publique, ni sur une radio publique, ni sur une télé à grande audience. On va poser la question à M. Nguessan, le faire réagir d'abord sur la sortie du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, qui est monté au créneau, je le rappelle. C'est vrai, pour soutenir la transition, demander un rapprochement entre Alassane Ouattara, je le répète, et Assimi Goïta, mais aussi dénoncer des manœuvres politiques destinées à fragiliser la cohésion des communautés. Là-dessus. Bon, vous savez, moi, je voudrais qu'on fasse un distinguo assez clair et précis. Il y a ce que les réseaux sociaux disent. Vous savez que depuis l'existence des réseaux sociaux, tout le monde se donne, du moins se comporte en donneur de leçons. Donc, mais je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai mon point de vue personnel qui n'est pas question de défendre ici. Je voudrais vous dire que de la même manière, j'ai insisté sur le fait qu'il n'y a pas de rupture entre Maliens et Ivoiriens. J'insiste pour dire que toute initiative venant de communautés, que ce soit le Haut Conseil des Maliens ou bien toutes les autres, les Maliens de la diaspora, pour qu'il y ait un rapprochement entre les deux peuples, du moins entre les présidents, parce que c'est le rapprochement entre les deux peuples existe. Personne ne peut le nier. Un rapprochement entre les présidents se fasse, c'est une bonne initiative. Je suis totalement d'accord avec ça. La Côte d'Ivoire, du moins le gouvernement ivoirien, la République de Côte d'Ivoire, a obtempéré par rapport à une décision de la CEDEAO. Cela n'a pas empêché le président de la Guinée de venir en Côte d'Ivoire rencontrer le président Alassane Ouattara. Oui, en Guinée aussi, il y a eu un coup d'État. Mais cela n'a pas empêché le président guinéen de venir en Côte d'Ivoire pour s'entretenir avec le président ivoirien. Mais qu'est-ce qui peut empêcher le président malien, Assimi Goïta, malgré les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, et là, il faut que ce soit clair, c'est des tests, c'est des règles qui régissent la CEDEAO dont le Mali était membre. Cela ne peut pas empêcher M. Assimi Goïta de venir en Côte d'Ivoire s'entretenir avec le président ivoirien. Et pour rebondir sur ce que disait Drissa Maminta, la rhétorique de certains cadres du RHDP, que pensez-vous justement de cette rhétorique? Est-ce que le risque, ce n'est pas justement de mettre en danger l'intégration de millions de citoyens ordinaires finalement? Samantha, je vais te dire une chose. Hein. Les voix officielles du RHDP sont connues. C'est les membres de la direction du RHDP qui sont autorisés à donner des points de vue que notre parti a. Maintenant, si un cadre, à la faveur des réseaux sociaux où tout le monde s'élève, dit ce qu'il a envie de dire, dit quelque chose, franchement, je ne crois pas qu'il faille prendre cela comme étant du sérieux. Il faut se dire une chose, c'est Côte d'Ivoire, Mali, c'est un mariage définitif, un mariage pour plusieurs millénaires, ça ne va pas s'arrêter. Les hommes vont passer, les dirigeants vont passer, mais les Maliens et les Ivoiriens
n'ont pas passé. Les deux peuples vont rester. Monsieur Nguessan, la Côte d'Ivoire se défend de toute ingérence, mais comment garantir à ses voisins de l'AES qu'Abidjan, finalement, ne sert pas de plateforme logistique ou médiatique pour des acteurs qui souhaitent ébranler le pouvoir militaire de Bamako? Bon, ça, c'est des suppositions et surtout des idées que les gens avancent. Selon vous, quel est l'intérêt de la Côte d'Ivoire de vouloir ébranler le pouvoir de Bamako, le pouvoir du Niger, le pouvoir du Burkina? Nous n'avons aucun intérêt. Quand on est dirigeant d'un pays, le seul intérêt, c'est de voir le bien-être de ses populations. Les Maliens sont au Mali. Ils ont un président qui s'appelle Assimi Goïta. Ils ont choisi de l'avoir comme président, même si les circonstances de son arrivée ne plaisent pas à tout le monde. Mais nous, les Ivoiriens, nous n'avons rien à faire, n'avons rien à cirer avec le fait qu'il y ait Assimi Goïta à la tête du Mali. C'est leur président. C'est lui qui gère leur défense. C'est lui qui gère leur sécurité, la sécurité de leur pays. C'est lui qui gère l'intérêt des Maliens. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens aillent s'immiscer dans cette situation? Non, nous n'avons pas. Nous avons d'autres problèmes à résoudre ici. Nous avons des problèmes actuellement où je vous parle, il y a d'énormes pluies sur Abidjan. Nous sommes préoccupés par comment faire pour que les populations ne souffrent pas de ces pluies diluviennes. Monsieur Nguessan, comment vous expliquez que le Mali accuse régulièrement la Côte d'Ivoire de complaisance envers certains, par exemple, opposants politiques maliens en exil à Abidjan? Pour reprendre un peu les propos de Drissa Meminta tout à l'heure. Non. Qu'on s'entende très bien. Les Maliens sont toujours les bienvenus en Côte d'Ivoire. Quelle que soit leur option politique dans leur pays, sont toujours les bienvenus. Je crois que c'est assez clair. De la même manière, un Ivoirien qui est en opposition avec le pouvoir abidjanais, qui se retrouve au Mali, mais il sera installé au Mali, il sera le bienvenu. Il n'est pas question de faire extradition, de ceci, non. Je vous dis, c'est les deux peuples qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Chacun peut avoir alors, comment vous expliquez, Monsieur Nguessan, ces accusations? Est-ce que, de votre point de vue, Bamako cherche des boucs émissaires pour justifier, par exemple, un durcissement à l'intérieur de son propre espace politique? Moi, je pense que les Maliens devraient plutôt se concentrer sur le développement de leur pays et ne pas avoir comme sujet de prédilection le fait de l'immiscion d'un pays proche dans leur affaire. Ils n'ont qu'à prendre plutôt cette option. Nous savons tous que le Mali a quelques difficultés à Kigali, un peu partout. Nous savons ça. Donc, ils doivent chercher des partenaires pour pouvoir résoudre ce problème des terroristes qui veulent déstabiliser le Mali. Nous ne sommes pas d'accord. Réagissez. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait des gens qui déstabilisent le Mali. C'est pas possible. Nous ne voulons pas. Nous voulons que les Maliens puissent vivre en paix. J'avoue que je suis un peu étonné. Avec l'intégrité tous les Maliens sont les bienvenus en Côte d'Ivoire, sous les responsabilités, nous souhaitons cela. Même les Maliens qui sont cela alliés avec des n'avait pas existé il y a 20 ans, 30 ans. Même s'ils sont des criminels, même s'ils cherchent à assassiner, ou même s'ils ont prononcé officiellement qu'ils faut face à ces problèmes, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aller gérer ça. Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Les Maliens devraient plutôt se concentrer sur le développement de leur pays. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais s'ils pensent